Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo FAQ. Je trouvais que c'était pas mal suite à mon retour sur YouTube de répondre un petit peu à vos questions, notamment en ce qui concerne le projet de boutique en ligne, voilà, entre autres, mais aussi et surtout sur la formation d'éducateur de jeunes enfants, puisque je continue de recevoir pas mal de questions en DM voilà, sur la formation, donc je trouve que c'est pas mal de vous répondre collectivement en vidéo. C'est des vidéos qui fonctionnent toujours bien, donc j'imagine que ça vous intéresse. Vous voyez elle qui va nous faire que des bêtises pendant toute la vidéo, n'est-ce pas? Je disais donc que je vous ai laissé me poser vos questions donc sur Instagram. J'ai tout sur mon téléphone, donc on va pouvoir y aller. Donc première question, où as-tu envie de travailler après ton diplôme? Je dirais RPE peut-être. Donc RPE c'est les nouveaux relais d'assistante maternelle, ça s'appelle maintenant les relais petite enfance. Donc ça c'est quelqu'un effectivement qui doit regarder les vidéos, parce que j'ai souvent parlé de mon amour pour les relais petite enfance depuis que j'ai fait un stage dans un relais l'année dernière, et effectivement je vais pas vous mentir, ça fait partie de mes projets de carrière si l'occasion se présente à moi. Après c'est vrai qu'il y a quand même pas énormément de postes qui se présentent en relais, donc on va dire qu'il y a quand même peu de chances que je travaille en relais juste après l'obtention de mon diplôme. Donc bon, on verra après quelques mois ou quelques années voilà comment ça se passe. À l'heure actuelle je pense qu'il y a quand même plus de chances que je prenne un poste de terrain en crèche après mon diplôme, et ce sera très bien comme ça, parce que bon, j'aime bien la crèche, et de toute façon quand on veut exercer en tant qu'éducateur de jeunes enfants, on sait qu'il y a quand même de grandes chances qu'on travaille en crèche. Donc voilà, EJE de terrain en crèche pendant quelques temps, et c'est vrai que plus la formation avance et plus je me dis que après quelques années j'aimerais peut-être bien passer sur un poste de direction. Donc ça évidemment c'est pas pour tout de suite, mais ça fait voilà, partie de mes projets à plus ou moins long terme, voilà, être en direction de structure type crèche. Ensuite deuxième question, comment choisir son sujet de mémoire, et l'avez-vous choisi? Me concernant, nous n'avons pas encore choisi les sujets de mémoire. Le mémoire a encore pas énormément été évoqué par les formateurs en fait. On va commencer à en parler à la fin de la deuxième année, là, donc dans quelques mois, et puis on aura du coup ensuite un an pour construire ce mémoire. Donc les sujets n'ont pas été encore choisis, loin de là. Après c'est vrai que c'est quand même quelque chose auquel je réfléchis depuis le début de ma formation, parce que je sais qu'il y a cet objectif là à la fin. Et donc j'ai quelques idées en tête, mais rien de sûr pour le moment. C'est vrai qu'il y a un truc intéressant que j'ai fait en début de formation, c'est que je me suis fait une petite fiche cartonnée là qui est vers mon bureau, et en fait sur laquelle à chaque fois pendant un cours ou pendant un stage, dès qu'il y avait une situation qui me parlait, qui me questionnait, ou je sais pas, qui faisait écho à quelque chose, je me note en fait ça sur ma petite feuille depuis l'année dernière, et à force c'est vrai que je commence à voir des liens qui se font entre les différentes situations que j'ai notées, des choses qui reviennent, donc des choses qui ont l'air d'être importantes pour moi, et ces choses qui reviennent, je pense que ça me donne des pistes pour un éventuel sujet de mémoire. Le seul conseil pour le moment qu'une formatrice nous a donné et que j'ai trouvé assez adapté finalement, c'est en fait elle nous a demandé de justement se questionner sur pourquoi on était en formation d'éducateur de jeunes enfants en fait, pourquoi on est là, qu'est-ce qui fait sens pour nous, pourquoi on a eu envie de faire ce métier, et qu'est-ce qui nous anime dans le fait d'accompagner de jeunes enfants. Et généralement en fait on sait pourquoi on est là. Il y a, selon les personnes, ça peut faire écho à votre vie personnelle ou à votre propre enfance, enfin peu importe, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de faire ce métier, et je trouve que de se poser cette question là c'est une très bonne porte d'entrée pour trouver un sujet de mémoire qui va vraiment faire sens pour vous. En tout cas moi c'est un conseil qui m'a beaucoup parlé, donc je vous le partage. Ensuite, as-tu des livres incontournables à nous conseiller? Donc je vais vous partager mes livres incontournables, ça veut pas dire que c'est les livres incontournables, mais voilà, ça reste mon avis personnel. Je les ai pas tous parce qu'il y en a que j'ai prêté ou voilà, que j'ai emprunté à la bibliothèque etc, mais je vous mettrai des petits visuels à chaque fois. L'un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis orientée dans le milieu de la petite enfance et dont je me rappelle encore très bien, c'est celui-là, c'est L'enfant de Maria Montessori. C'est je pense son livre le plus connu en fait, et c'est vrai que je pense que c'est le premier livre qui je me suis vraiment dit waouh, mais en fait je veux faire ça. Quand je l'ai lu, j'ai envie de travailler avec les enfants.
Ça pose, je trouve, des grands principes généraux au-delà de la pédagogie Montessori, en fait, même que vous adhériez à 100% ou pas avec cette pédagogie là, il y a quand même des grands principes généraux en termes de respect de l'enfant, de respect de sa volonté en tant que personne à part entière, etc., qui sont posés dans ce livre, et je pense que ça reste hyper formateur de le lire pour ça, et ça vous permet en plus de vous faire un avis sur la pédagogie de Maria Montessori et sur les méthodes qu'elle propose, et puis après à vous de voir si vous choisissez de vous en servir ou non, mais je pense que c'est quand même un gros classique à lire. Ensuite, deuxième gros classique, c'est celui-là, Loxy ou le maternage insolite, qui a été écrit par Geneviève Appel et Myriam David, et qui reprend du coup les grands principes de la pédagogie Picler, du coup, qui a été imaginé et utilisé du coup à l'institut Loxy à Budapest en Hongrie. Comme Montessori, c'est clairement l'une des pédagogies les plus connues et qui reste l'une des plus appliquées dans les structures petite enfance, ou que vous passiez. Il y a très souvent dans les structures, voilà, la motricité libre, la référence, le fait de passer des moments individuels avec l'enfant, d'apporter une grande importance au temps de soins, etc. Ça c'est clairement Loxy, donc je trouve que c'est intéressant quand même de savoir d'où ça vient et dans quel contexte c'est né, et ce livre, voilà, moi je l'ai adoré et du coup je vous le conseille grandement. Et enfin, dernière incontournable pour moi, je l'ai pas là puisque je l'ai prêté, mais donc je vous mettrai un petit visuel, un livre beaucoup plus récent cette fois, de la pédiatre Catherine Guéguen, qui s'appelle du coup Pour une enfance heureuse, et qui est très connu aussi, bon ça fait quelques années qu'il est sorti maintenant, mais c'est un livre du coup sur les neurosciences en fait, et ce que les neurosciences permettent de nous apprendre en ce qui concerne le développement de l'enfant, et du coup comment accompagner au mieux ce développement là. Avec Isabelle Filiosa, c'est vrai que Catherine Guéguen c'est l'une des fondatrices, on va dire, ou en tout cas des figures phares de ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant l'éducation positive, l'éducation bienveillante, etc. Encore une fois, qu'on adhère ou non à ce courant, moi je considère qu'il y a toujours du bon à prendre dans n'importe quel courant de pensée, n'importe quelle pédagogie, et ce livre là, moi sincèrement je l'ai adoré, et c'est pareil, ça m'a éclairé sur vraiment plein de choses, et je pense que même aujourd'hui en tant qu'étudiante JE, ça influence quelque part ma pratique professionnelle avec les enfants, alors que je l'ai lu il y a au moins 2 ans de ça maintenant, et je pense que je le relirai parce qu'il est vraiment super. Après c'est vrai qu'il y a un côté assez scientifique parce qu'on parle voilà, du cerveau, de comment il fonctionne, des hormones qui sont sécrétées dans telle ou telle situation, etc. Donc un peu scientifique, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est un petit peu la base des neurosciences du coup, pour comprendre comment on accompagne l'enfant avec ça, donc voilà, moi je vous le conseille. Et pour finir sur les livres, on m'a demandé un livre sur la communication professionnelle pour le DC3, je suis en plein dedans, donc bon courage. J'ai pas énormément de livres sur ce thème là. Le seul qui me vient, il me semble qu'il s'appelle le management dans la petite enfance, pareil je vous mettrai la couverture ici. Je l'ai lu en travers encore, mais je pense que je vais l'acheter parce que je l'avais emprunté pareil à la bibliothèque de mon école. Je pense que c'est hyper important de lire ce livre là avant de prendre son premier poste en tant qu'éducateur de jeunes enfants. Après je sais pas si tu trouveras tout ce dont tu as besoin en termes de communication professionnelle au sens large, mais en tout cas en termes de management, de gestion d'équipe, de réunion, etc. Il m'avait l'air assez complet, donc je t'invite à y jeter un coup d'œil. Ensuite, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple des DS, parce que c'est vrai que je me rends pas compte de la forme qu'ils peuvent prendre. Donc j'espère que par DS tu entends devoir surveiller comme on a au lycée, j'imagine que c'est ça. J'espère que je suis pas trop déconnectée. Mais donc devoir surveiller, donc des examens sur table, etc. On en a assez peu finalement en formation d'éducateur de jeunes enfants, puisqu'en fait on a surtout des dossiers à rendre. On va nous annoncer au début du semestre, là vous avez un dossier à faire sur tel sujet, un dossier à faire sur tel sujet, et on a tout le semestre en fait pour préparer ce dossier là et le rendre du coup à la fin du semestre, et on a assez peu du coup d'examens vraiment classiques à l'école, etc. J'ai essayé de retrouver des sujets d'examen que j'ai pu avoir l'année dernière, et en fait on en a tellement peu que j'en ai même pas retrouvé, mais
Si je peux te donner une idée sur la forme que ça prend, c'est que c'est vraiment très pratico-pratique comme examen. Tu vas avoir généralement un cas pratique, on te dit voilà vous êtes dans une crèche avec tant de berceaux, les enfants sont accueillis dans 2 sections séparées, il y a tant de professionnels etc. Et il y a un problème qui va se poser, je sais pas, il y a un enfant qui mange pas, il y a un enfant qui est assez peu dans la communication avec les autres, il y a un enfant qui fait ceci, cela, bref, selon le sujet de l'examen. Et on va te demander parfois voilà, d'analyser la situation qui se présente à toi, comment tu l'analyserais en tant que professionnel, et ensuite surtout, ça c'est dans chaque examen qu'on a, c'est te positionner en tant que professionnel et dire quelle proposition tu pourrais faire si demain tu te retrouves sur le terrain devant cette situation là. Qu'est-ce que tu mets en place voilà, pour l'enfant, donc en termes je sais pas d'activités ou voilà des propositions vraiment de nature pédagogique. Qu'est-ce que tu peux mettre en place aussi vis-à-vis de ton équipe, est-ce que tu mets en place une réunion pour parler de ça ou des entretiens avec tel ou tel professionnel, et qu'est-ce que tu mets en place aussi vis-à-vis des familles pour accompagner au mieux l'enfant, est-ce que tu choisis de rencontrer les parents ou je ne sais quoi, enfin c'est vraiment très ancré pratique. Encore une fois on voit bien qu'on est c'est pas scolaire je veux dire comme truc, on est vraiment dans une formation qui est professionnalisante et on te considère vraiment comme un futur professionnel, ce qui fait que voilà les examens sont assez intuitifs je trouve, parce que tu peux te baser sur tes expériences de terrain, tes expériences de stage etc. Voilà. On continue, bonne idée ou non d'entrer directement en 2e année de JE quand on a la possibilité. Je vais pas m'étaler beaucoup sur cette question puisque sincèrement je sais pas vraiment te répondre, j'aurais tendance à dire que si on te donne la possibilité de le faire, c'est que tu dois avoir des expériences antérieures, professionnelles ou scolaires qui te permettent d'entrer directement en 2e année, et du coup t'as pas besoin certainement d'assister au cours de la première année, donc j'aurais tendance à te dire de le faire si c'est possible pour toi. Les 2 seuls inconvénients que je vois, c'est que il y a 2 stages différents, donc 2 terrains de stage différents que tu vois sur la première année, du coup que tu n'auras pas la possibilité de voir, et il restera du coup que 2 autres terrains de stage sur les 2 dernières années, je sais pas si c'est très clair. En gros tu feras que 2 stages sur les 4 qui sont proposés, donc ça te... En gros tu peux voir que 2 lieux de stage différents, ce que je trouve un petit peu dommage étant donné voilà, la diversité des milieux dans lesquels on peut travailler. Bon voilà, peut-être ça. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup en formation de JE on garde la même promotion sur les 3 années de formation, et que ça permet vraiment de créer des liens solides. C'est vrai qu'on est une formation dans le social, on travaille avec l'humain et on crée vraiment des liens très costauds avec les gens avec qui on est en formation. Et si tu arrives en 2e année, c'est vrai que du coup tu arrives dans une promo qui est déjà formée, et donc bon voilà, peut-être que ça pourrait être un peu délicat à ce niveau là. C'est les 2 seuls inconvénients que je vois, mais après tout c'est toi qui décides. Et la dernière question du coup que j'ai sélectionnée en ce qui concerne la formation EJE, c'est comment tu gères ton organisation, as-tu des conseils pour les EJE en formation et maman. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur mon organisation, je vais vous la remettre dans la barre d'infos, puisque dans mes souvenirs j'ai pas changé grand chose à mon organisation depuis que j'ai fait cette vidéo. En tout cas si j'ai des conseils notamment pour les mamans, alors je suis pas maman, et comparé à certaines de mes copines du coup de formation qui ont des enfants, je sais que c'est bien plus facile pour moi de travailler et de m'organiser etc. Et donc vraiment je suis totalement en admiration des personnes qui font cette formation avec des enfants, vraiment je vous admire. Mes copines voilà me montrent tous les jours que c'est tout à fait possible, donc voilà. Si je peux me permettre tout à fait humblement de donner un conseil, ce serait peut-être vraiment d'essayer de travailler régulièrement. Comme je disais, on a des dossiers du coup sur lesquels on peut travailler tout au long du semestre puisqu'ils sont rendus à la fin du semestre. Voilà, ce serait de travailler vraiment régulièrement sur ces dossiers quand tu as un moment libre, un week-end un petit peu plus calme ou je ne sais quoi, d'avancer vraiment sur ces dossiers pour pas te retrouver à la fin du semestre et voilà, à devoir boucler des dossiers qui sont pas beaucoup entamés etc. Si tu travailles tout au long du semestre, sincèrement c'est faisable. On n'a pas, je trouve, une charge de travail qui est vraiment lourde, excusez-moi pour le chien, on n'a pas une charge de travail qui est lourde si tu travailles encore une fois tout au long du semestre, donc je te conseillerais vraiment de faire ça. Et puis ensuite bien trier ses cours, ça c'est vrai que je le fais depuis le début de la formation, je trie dans des classeurs par domaine de compétences tous mes cours du coup que j'ai préalablement imprimés et où j'ai surligné toutes les choses importantes etc. Ça je sais que c'est vraiment hyper pratique, tiens je cherche une info sur tel ou tel truc, je sais qu'on l'avait vu en
en cours l'année dernière. Hop, c'est du DC1, je retrouve hyper rapidement mes cours, donc hyper pratique. Et dernier conseil du coup, que je ne fais pas, mais peut-être que je devrais, mais c'est les formateurs qui nous avaient conseillé ça en début de formation, c'est de se constituer justement dès le début de la formation une espèce de bibliographie où vous répertoriez tous les livres et tous les articles que vous lisez au fil de votre formation, et vous dans un petit tableau par exemple, pourquoi pas sur Word ou je ne sais quoi, et vous notez à chaque fois pour chaque livre ou chaque article vraiment hop les grandes idées qui reviennent. Je sais pas, vous lisez un livre sur la motricité libre, et bah voilà, vous notez ok, motricité libre, pas de parc, pas de transat, etc. Les choses qui reviennent comme ça. Et ça vous fait vraiment une espèce de boîte à outils avec tout ce que vous avez lu et appris pendant la formation. Et ça peut vous être vraiment utile pour constituer vos dossiers, puisque pour tous les dossiers que vous allez avoir à faire, on va vous demander vos sources. Donc si je sais pas, vous êtes amené à travailler sur un enfant qui est en plein développement moteur, etc. Hop, bah tiens oui, j'avais un article qui parlait de motricité, hop, et vous retrouvez votre article, vous mettez ça dans votre dossier, et c'est super. Et ce sera aussi hyper utile pour le mémoire. Vous n'avez pas à vous retaper tous les livres que vous avez lus pour trouver l'info que vous voulez. Je pense qu'il faudrait sincèrement que je commence à le faire. Donc ne faites pas comme moi, et si vous êtes en première année et que vous avez la motivation de vous lancer là-dedans, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà pour la formation d'éducateur de jeunes enfants. Je passe maintenant, pour celles que ça intéresse, aux quelques questions qu'on m'a posées du coup sur la couture et sur la boutique en ligne qui est en train d'être montée. La première question, elle concernait le choix des tissus, comment je les choisis et sur quel site. Les sites que je vous ai notés, il y a dans un premier temps Mondial Tissu, où il y a même des magasins physiques, donc c'est je trouve le plus... comment dire, le plus agréable, puisque vous pouvez directement aller en magasin et voir les tissus, les toucher, voir si ça vous plaît, etc. Donc j'achète pour le moment en grande partie sur Mondial Tissu. Après il y a pas mal de sites internet du coup qui proposent des prix qui sont souvent bien plus intéressants. Je vous ai noté ceux que j'aime bien, où il y a vraiment de très jolies choses, et chez qui je pense que je vais être amenée à commander pour la boutique en ligne. Je vous mettrai si vous voulez les barres, oh là là, les noms dans la barre d'infos, on va y arriver, les noms des sites. J'ai noté du coup Benitex, All Tissu, Tissu.net et Made in Tissu. C'est vraiment là où j'ai repéré des super jolies choses pour le moment. Donc si vous êtes couturière, je vous invite à aller voir. Et donc concernant les tissus, comment je les choisis, le premier critère c'est que j'ai décidé de prendre pour la boutique uniquement du tissu avec la certification OECO-TEX. Donc c'est des tissus en fait dont la composition, on va dire, et l'origine est surveillée, et qui ne sont pas nocifs pour la peau, etc. Donc je trouve que pour des produits qui sont destinés aux enfants, c'est juste obligatoire en fait. Donc le premier critère c'est voilà, des tissus OECO-TEX, pardon. Et ensuite pour les types de tissus, au vu des produits que je fais pour le moment, donc des lingettes, des bavoirs, des hochets et ce qui va venir, donc des doudous éventuellement, des turbulettes, des tapis d'éveil, etc. Pour les créations à destination des enfants, c'est souvent le même type de tissu qui revient. Donc c'est d'abord du coton, c'est les jolis tissus avec des imprimés que vous voyez, des petits animaux, des choses comme ça. C'est du coton. Du coup j'achète aussi de l'éponge bambou si possible, donc de l'éponge qui est vraiment super absorbante et super douce. Ça pour les lingettes, que ce soit pour débarbouiller le bébé ou pour les fesses, etc. Ou même pour tout ce qui est bavoir, c'est de l'éponge bambou. Et qu'est-ce que je me suis noté, évidemment le tissu polaire qu'on appelle du Minky. Il faudrait que je vous montre. Voilà, c'est les tissus comme ça, tout doux, hyper agréable au toucher. Et donc ça pour tout ce qui est doudou, c'est génial hein. Vous voyez de toute façon en crèche tous les enfants ils ont des doudous presque avec ce tissu là. Ça existe dans plein de couleurs, et ça pareil je vais être amenée à en racheter pas mal. Et enfin le dernier type de tissu que je vais être amenée à acheter très régulièrement, c'est ce qu'on appelle la double gaze de coton. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est des tissus qui sont assez fins, avec deux épaisseurs en fait de coton. Et ça c'est pareil pour tout ce qui est lange de bébé aussi, sur les doudous. C'est souvent des tissus comme ça, et bah pareil ils en font en plein de couleurs, à motifs, tout ça. Donc ma prochaine commande, il y aura très certainement de la double gaze.
Une autre question aussi, tu as dit dans ta vidéo que tu faisais tes patrons toi-même, peux-tu expliquer comment? Ça il faudra que je vous montre dans un vlog qui sera dédié parce que ça va être trop compliqué à expliquer comme ça, mais je me sers on va dire à la fois de patrons comment dire libres de droit qui sont disponibles sur internet pour certains produits, et à la fois de produits du commerce, et c'est vrai que pour les bavoirs que j'ai fait récemment c'est comme ça que j'ai procédé, voilà, avec entre autres des bavoirs du commerce, et comment dire en regardant voilà la forme que ça prend, les dimensions que eux donnent, et ensuite je vois est-ce que ça me convient, est-ce que c'est l'esthétique que je veux donner à mon produit, etc. Et donc à partir de patrons préexistants et de produits déjà manufacturés on va dire, j'adapte, bon voilà mon bavoir je le veux un petit peu plus long, un petit peu moins large, etc. Et donc c'est ce qui est super dans la couture, c'est de pouvoir adapter ses patrons en fonction du rendu qu'on veut. Je vous montrerai très certainement dans une prochaine vidéo comment je fais, il faut que je me le note. Et pour finir, dernière question concernant l'entrepreneuriat, est-ce que tu as des livres, des chaînes YouTube ou autres à nous conseiller? Concernant l'entrepreneuriat, je suis encore moi-même très peu renseignée puisque ça fait quelques semaines que je m'intéresse à tout ça, donc on va pas dire que je suis une spécialiste en la matière, mais je vous en ai déjà parlé dans mon dernier vlog. Un des livres que je vous conseille du coup grandement maintenant que je l'ai lu, c'est celui-là, donc Malice et Stratégie de Violette Noyac, je me rappelle jamais son prénom. Malice et Stratégie du coup qui vous répertorie en fait toutes les étapes pour monter votre boutique en ligne, donc que ce soit voilà de la déclaration du statut d'auto-entrepreneur, pardon, la création du compte bancaire, ensuite le fait de prendre des photos, comment prendre des photos voilà, qui soient attirantes pour les potentiels clients, comment faire des descriptions de produits qui soient claires et efficaces, comment analyser vos statistiques de vente, etc. Enfin c'est vraiment très complet, et ça disons que je m'attendais à quelque chose d'hyper compliqué quand vous vous lancez là-dedans. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a énormément de paperasse, le côté administratif qui fait un peu peur, et c'est vrai qu'avec ce livre elle vient dédramatiser un petit peu tout ça et recentrer ça vraiment voilà, sur vos créations, sur vos volontés de partager tout ça avec l'extérieur. Et j'ai beaucoup aimé lire ce livre et je pense que je vais le garder à proximité parce qu'il y a quand même pas mal de réponses à mes questions qui se trouvaient là-dedans. Il y a un autre livre aussi que j'avais failli acheter, j'hésitais entre celui-là et l'autre en fait, donc je vais vous donner le nom quand même parce qu'il avait l'air pas mal. Il s'appelle Vendre ses créations en ligne, je vous mettrai même chose le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, et puis voilà, entre celui-ci et le deuxième, celui qui vous fait le plus envie. En revanche, des chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat, c'est vrai que j'en ai pas forcément en tête. La chose qui me vient par contre, ce sont des podcasts. C'est vrai que j'écoute pas mal de podcasts depuis un petit moment maintenant déjà, et il y a deux podcasts que j'aime beaucoup et qui traitent de la question de l'entrepreneuriat. Le premier ça s'appelle La Sorcière Graphique, c'est disponible voilà sur tous les toutes les plateformes de podcast. C'est un podcast que j'aime vraiment beaucoup, qui est très axé sur l'entrepreneuriat féminin, etc. et sur tout ce qui est voilà écoute de soi, comment voilà créer un business qui vous ressemble en tant que personne, etc. Enfin j'aime beaucoup la manière dont elle aborde la chose, et c'est un podcast que j'aime beaucoup. Ça traite pas que d'entrepreneuriat, mais il y a quand même pas mal d'épisodes qui sont dédiés à cette question là, et je vous conseille vraiment d'aller en écouter au moins, voir si vous accrochez ou pas. Et le deuxième podcast que je vous recommande, il s'appelle Ambitieuse. C'est le podcast qui a été créé par Elissa de la chaîne Ellie Rose, que vous connaissez peut-être voilà sur YouTube, et même chose, c'est un podcast qui est du coup tourné exclusivement je crois sur l'entrepreneuriat féminin, et où elle reçoit du coup voilà des femmes qui ont monté leurs entreprises, que ce soit voilà des plus ou moins grosses sociétés qui créent leur marque de vêtements ou enfin il y a énormément de choses, et donc vous trouverez forcément un ou plusieurs épisodes qui feront écho à votre situation, et c'est vrai que je trouve que c'est toujours hyper motivant d'écouter comme ça des personnes qui partent de rien et qui arrivent à créer des trucs incroyables. Moi je suis toujours
hyper admirative et ça me motive à moi aussi essayer de me lancer là-dedans. Je dis pas que j'atteindrai des résultats comme elles atteignent, mais je trouve que c'est vraiment stimulant, donc je vous conseille d'aller écouter aussi si ça vous voilà, si cette question de l'entrepreneuriat vous parle et vous appelle, ça vous aidera peut-être à sauter le pas. Voilà pour cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu. J'étais très contente de passer ce petit moment avec vous. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de renseignements sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram comme d'habitude si vous ne l'avez pas fait, mais c'est vrai que j'essaye de reprendre en main mon compte Instagram en même temps que je reprends la chaîne YouTube, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant je postais beaucoup moins et donc j'essaye de reprendre en main tout ça. Pour le moment je suis super motivée, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous remets aussi dans la barre d'infos le lien de ma boutique en ligne qui se trouve pour le moment sur la plateforme ungrandmarché.fr en attendant de basculer sur le site Etsy d'ici quelques semaines ou quelques mois. Voilà, si vous voulez suivre du coup cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos à ce sujet. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.